celle-ci. Et donc, nous allons laisser la parole à Madame le professeur Martine Laville qui va nous donner le point de vue du clinicien qui prend en charge cette pathologie un peu complexe, si ce n'est très complexe, qu'est l'obésité. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Oui, le point de vue clinicien, après tout ce qu'on a entendu, que fait le pauvre clinicien ? Voilà mes liens d'intérêt. Je voudrais d'abord revenir sur des choses basiques, la définition de l'obésité. Donc on a une définition de l'OMS qui définit le surpoids et l'obésité comme une accumulation anormale ou excessive de graisse qui nuit à la santé. Et vous connaissez tous cette relation entre la surmortalité et l'indice de masse corporelle qui a fait les définitions qu'on a actuellement de l'obésité, avec une obésité pour un indice de masse corporelle supérieur à 30. Et puis on peut grader 35, 40, classe 2, classe 3. Et puis, en fait, il faut voir quand même que ces définitions sont à moduler en fonction de l'âge et de l'ethnie, et notamment les Asiatiques développent des complications pour des indices de masse corporelle plus faibles que les populations nord-américaines, d'ailleurs, essentiellement, puisque les données initiales, c'était des données des assurances nord-américaines pour taxer les personnes vivant avec l'obésité. Alors, si on regarde ces définitions et qu'on regarde la carte du monde, on a quand même une vision tout à fait nette de cette épidémie mondiale, avec une estimation à 890 millions de patients vivant avec l'obésité. Donc, on voit tout l'enjeu qui est devant nous. Et si on regarde un petit peu la France, là, on n'est pas très coloré. Donc, par rapport au reste du monde, c'est pas dramatique, soi-disant. Mais enfin, quand même, si on regarde les données qu'on a, je plaide pour avoir plus de données, mais comme dans le PMSI, l'obésité n'est pas renseignée, on n'a pas réellement des données de suivi et de population pour l'obésité, mais on a ces enquêtes qui ont été faites notamment de façon régulière qui nous permettent de voir l'évolution. Et on voit bien que on a, au cours des années, puisque ces enquêtes, elles ont couru de 1997, la dernière 2020, mais le 20 juin ou le 21 juin, il y a publication des données de l'année. Donc, on saura tout. Et on voit qu'on a une montée inexorable de l'obésité, avec actuellement des chiffres de 17% des populations adultes de métropole, ce qui correspond, si on regarde l'obésité IMC supérieure à 30, à 8,5 millions de patients. Si on se mettait à 35, 2,5 millions et 40, 1 million. Donc, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, on voit la population à traiter et le volume. Ce qui est important de savoir, d'une part, ça c'est des données qui sont métropole hors outre-mer, et les données d'outre-mer vont être publiées avec la nouvelle enquête, mais l'outre-mer c'est catastrophique. Ce qui est intéressant à regarder dans ces courbes, c'est notamment qu'on a des gens de plus en plus jeunes qui sont en obésité. Si on regarde avec les années, si on prenait par exemple 10% de la population en obésité, on voit sur cette courbe qu'en 97, ces 10% correspondaient, ce qui est en bleu, c'était des gens de 35 à 44 ans. Maintenant, les 10%, c'est des gens entre 18 et 24 ans. Donc on a une obésité non seulement qui est plus fréquente, mais qui apparaît plus jeune, donc avec du potentiel plus élevé d'arriver vers des complications, mais aussi des traitements qui seront peut-être à faire très longtemps. Alors ça, c'est des définitions épidémiologiques. Mais le clinicien, il traite pas des kilos, il traite pas des IMC, il traite des gens en obésité et ils ont besoin d'avoir une vision globale. Et il y a une énorme discussion et même débat vif au niveau international sur des définitions qui seraient plus cliniques. Et par exemple, là, moi, j'ai travaillé dans une commission du Lancet qui devrait publier prochainement une définition qui permet de distinguer ce qu'on pourrait dire l'obésité préclinique de l'obésité clinique. Qu'est-ce qui se passe? On a un excès de tissu adipeux. Cet excès de tissu adipeux va se développer et va entraîner des altérations d'organes, des altérations mécaniques, des altérations d'infiltration. On connaît les problèmes d'inflammation, de fibrose, et puis les atteintes des organes, le pancréas, le foie, etc., etc. Et donc, on pourrait distinguer l'obésité préclinique dans lequel il y a cet excès de tissu adipeux, mais qui n'est pas encore au stade d'atteinte des organes, de l'obésité clinique.
Et là, effectivement, on doit faire à la fois de la prévention primaire, et on avait eu des débats antérieurs sur l'absolue nécessité de prévention primaire, prévention en population générale pour éviter tous les facteurs qui conduisent à une augmentation de cette masse adipeuse, notamment par des modes de vie délétères. Mais donc, on a la prévention primaire, on aurait cet stade de préclinique dans lequel il est extrêmement important de surveiller les patients et d'encourager aux modifications thérapeutiques de mode de vie pour éviter de passer au stade clinique qui serait celui des interventions thérapeutiques dont on parle aujourd'hui. Alors ça, c'est des discussions qui sont en cours pour tout ça. Mais ce qu'on peut dire, qui est sûr, c'est que c'est une maladie complexe avec un processus dynamique qui nécessite une note de soins adaptée et graduée. Ça, c'est des schémas qu'on a beaucoup dans notre milieu. Et initialement, c'était Karine Clément et Arnaud Badevant qui avaient montré cette évolution, malheureusement, vers la chronicité, avec de temps en temps des améliorations, mais des rebonds et l'évolution vers le handicap. Alors, ces données sont extrêmement importantes pour nous et on a eu des recommandations extrêmement récentes, précises pour l'obésité, que ça soit l'obésité de l'enfant, l'obésité de l'adulte et sur la chirurgie de l'obésité. Et ces recommandations, elles partent de ce que je vous dis, on ne traite pas des kilos, on traite des personnes vivant à l'obésité. Et donc, en fait, les recommandations, elles sont établies à partir d'une gradation des soins sur plusieurs paramètres. Bien sûr, l'indice de masse corporelle est important, mais on regarde le retentissement médical, on regarde le retentissement fonctionnel et la qualité de vie, on se regarde s'il n'y a pas des troubles psychologiques, psychopathologiques sous-jacents et des troubles du comportement qui sont à traiter également en même temps. Et puis, bien sûr, l'étiologie de l'obésité. Stéphane a abordé très rapidement les obésités génétiques. Il est très important de les dépister puisque maintenant on commence à mieux connaître leur physiopathologie et même avoir des traitements médicamenteux spécifiques. Et puis, bien sûr, la trajectoire pondérale, le comportement alimentaire, la trajectoire pondérale. On ne traite pas quelqu'un qui vient de prendre 5-6 kilos, qui n'a pas de conséquences, de la même façon que quelqu'un qui en est à 10, 15 ans, 20 ans d'évolution de son obésité. Donc, ça nous a permis de faire une gradation de l'obésité en fonction des stades de sévérité. Et on a distingué donc le stade 1A, 1B, qui, pour finir, si on aboutissait à une définition internationale, on serait dans l'obésité préclinique, des stades 2, 3A et 3B. Donc je vous passe les détails, vous les retrouverez, mais c'est extrêmement important de voir que quand on va définir une stratégie thérapeutique pour un patient, eh bien on va faire une gradation de sa sévérité, comme ça existe dans d'autres pathologies, qui tient compte certes de l'IMC, mais d'une vision globale du patient, ce qui sous-entend qu'on devra faire des examens assez poussés pour voir notamment les comorbidités, mais également son comportement alimentaire, son état psychologique, sa qualité de vie. Et donc, vis-à-vis de cette gradation, eh bien, les recommandations sont des objectifs de prise en charge qui vont être adaptés au stade de la maladie. Et même, on redécline ça dans le système de soins français actuel, avec les soins primaires qui vont être en charge principalement des stades 1, voire 2A, les spécialistes et puis les centres de référence, puisque pour l'obésité, on a en France 37 centres spécialisés en obésité qui vont suivre les plus sévères, les obésités génétiques et qui sont aussi chargés de la recherche. Alors en fait, la stratégie thérapeutique, elle va dépendre bien sûr de cette gradation, mais le but donc c'est pas que des kilos. On a vu qu'on a des médicaments de plus en plus puissants. Notre but ça va pas être d'avoir celui qui fait perdre 40% du poids du corps. Enfin le but c'est le bon, enfin comme pour toute maladie, le bon médicament au bon moment à la bonne personne. Et c'est vraiment la démarche qu'on suit. Voilà. Et bien sûr l'indication va être au cas par cas en fonction de l'âge, avec un warning sur les
personnes de plus de 70 ans, parce qu'en perdant du poids, on perd de la masse musculaire. Et évidemment, quand on prend de l'âge, il faut savoir garder sa masse musculaire. Et puis, on va cibler les objectifs de perte de poids en fonction de ce qui est nécessaire d'avoir. Et on connaît bien que déjà, une réduction, même si Stéphane nous a montré que ces réductions de 5% paraissaient négligeables, eh bien, elles peuvent être peut-être négligeables sur la perte en kilos, mais sur les comorbidités ou leur développement ou le risque d'apparition, elles sont tout à fait efficaces. Donc, en fait, on a des recommandations très claires sur la gradation des soins en fonction de cette gradation dans la sévérité. Et alors, qu'est-ce qu'on a pour traiter nos patients? On a ces fameuses modifications thérapeutiques du mode de vie qui sont nutritionnelles, l'activité physique, psychologique et comportementale, que effectivement Stéphane a tiré un trait dessus en disant qu'elles étaient inefficaces. Elles sont peut-être inefficaces dans la durée sur le poids, mais elles ont des efficacités sur les comorbidités. Et les nouvelles recommandations du diabète nous font plaisir puisqu'ils ont mis en première ligne ces modifications thérapeutiques du mode de vie. Et de toute façon, ça doit être la première ligne, parce que même les essais qu'on a vus dans les médicaments, elles sont associées aux modifications thérapeutiques du mode de vie. Alors le souci qu'on a, c'est qu'effectivement, on aura peut-être le remboursement des médicaments avant d'avoir le remboursement des modifications thérapeutiques du mode de vie, ce que personnellement, je vais regretter. Donc on a les médicaments dont on vient de parler et on a la chirurgie bariatrique. Alors la chirurgie bariatrique s'est énormément développée en France. On était probablement avec les Belges les champions du pourcentage de patients opérés par rapport à l'incidence de l'obésité. Parce qu'on n'avait que ça et parce qu'en France on aime agir et donc on agissait avec la chirurgie avec parfois des bons résultats, avec parfois des catastrophes. Alors les médicaments, eh bien on vous a tout dit. Dans nos recommandations, où se situent les médicaments? Eh bien les médicaments sont dans les recommandations relevant des niveaux 2 et 3. En cas d'échec de la prise en charge nutritionnelle bien conduite, qui ne permet pas une perte de poids de plus de 5% du poids du corps. Et on commence par les analogues du GLP-1 ayant l'AMM dans l'indication et on pourra aller d'emblée chez le stade 3, 3B, les plus graves, on n'a pas besoin d'attendre. En fait, si on regarde ça, on se retrouve exactement dans les mêmes conditions que l'indication de chirurgie bariatrique. Donc en fait, on n'a pas tranché à ce stade parce qu'on n'a pas les éléments pour trancher entre choisir d'emblée une chirurgie bariatrique ou un médicament puis après une chirurgie bariatrique. Alors en pratique, en France, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Stéphane vous a présenté le Saxenda qui effectivement a dans les essais une puissance beaucoup plus modérée que le Wegovy. Donc le Saxenda a eu une AMM européenne en 2015 dans des conditions, en fait les AMM elles sont toutes pour les mêmes conditions, c'est-à-dire IMC supérieur à 30, donc notre fameux stade 1 pour nous, ou supérieur à 27 avec comorbidité. Il y a une indication pour les adolescents de plus de 12 ans avec un poids de plus de 60 kilos. Et pour le Saxenda, il y a bien noté que si au bout de 12 semaines, il n'y avait pas une perte de au moins de 5%, il fallait arrêter le traitement parce qu'on n'a peut-être pas assez insisté. Il y a des bons répondeurs, beaucoup, mais il y a aussi des mauvais répondeurs. Et en fait, ces mauvais répondeurs se voient assez vite et c'est pas la peine d'insister s'il n'y a pas d'effet. Alors, en pratique, en France, on peut prescrire du Saxenda. Il n'est pas remboursé. La tolérance, on en a quand même largement parlé, c'est toujours ces troubles digestifs. Et en fait, le prix varie suivant les pharmacies, puisque c'est un prix libre, mais être entre 180 et 250 € par mois. Pour une perte de poids qui est moins importante que celle notamment du Wegovy, c'est dire que le succès n'est pas au rendez-vous.
Ensuite, on a le sémaglutide. Donc, je reviens pas sur ces résultats qui sont effectivement quand même impressionnants. Sémaglutide 2,4 mg, donc qui est une dose dans le diabète. Le sémaglutide, c'est 1 mg. Là, on est à 2,4 mg, donc des doses beaucoup plus importantes. Et donc, on a à la fois la perte de poids, mais également l'amélioration du tour de taille, de la qualité de vie, de l'hémoglobine glyquée, du bilan lipidique, de la tension artérielle. Donc, un médicament extrêmement intéressant qui a eu l'AMM au niveau européen, toujours dans les indications identiques à celles du Saxenda, et qui a eu une extension d'AMM en mars 2023 pour les adolescents. Alors, cette histoire du Wegovy, donc AMM européenne, dossier déposé en France à l'HAS et à la NSM, commission de transparence de l'HAS en décembre 2022, qui reconnaît l'intérêt du médicament, mais qui recommande un remboursement dans des conditions différentes de l'AMM, IMC supérieur à 35, âge moins de 65 ans, et qui souhaite revoir le dossier avec les résultats de l'étude SELECT, qui est l'étude de prévention secondaire cardiovasculaire. Et leur avis était défavorable si c'était avec un IMC inférieur à 35. Ils demandaient également que ça soit une prescription par les spécialistes et sur médicaments d'exception. Dans leur évaluation, le service médical rendu était faible, estimé à 5, ce qui fait que les négociations entre le laboratoire et les autorités de santé n'ont pas conduit à la mise sur le marché du produit. Alors, l'étude SELECT est arrivée, montrant effectivement un bénéfice sur la prévention secondaire cardiovasculaire. Donc, logiquement, le laboratoire Novo doit redéposer et redemander l'avis de la commission de transparence. Aux dernières nouvelles, ils n'auraient pas déposé, alors que moi, ils m'ont dit qu'ils avaient déposé, mais ça a dû se perdre en route. Voilà. Donc, Wegovy, non remboursé au jour d'aujourd'hui. Le Wegovy a eu un circuit extrêmement particulier puisque les autorités de santé, en accord avec le laboratoire Novo, se sont lancées dans une ATU. Au début, c'était une ATU, les autorisations temporaires d'utilisation. La réglementation a changé en cours de route et les ATU ont été transformées en accès précoce, type 1, type 2. Et donc, l'ATU Wegovy a été transformée en AP2, accès précoce 2, ce qui nous a gênés puisque avec l'ATU, il y avait un dossier à remplir qui était assez conséquent, qui permettait un peu avoir un meilleur phénotypage des patients qui étaient suivis, et l'AP, on demande essentiellement l'évolution du poids. Par contre, les conditions étaient encore très différentes et de l'AMM européenne et des données de la commission de transparence, puisque c'est des patients avec une obésité beaucoup plus sévère, IMC supérieur à 40 avec comorbidité. Ça a été un succès énorme, vu l'importance des besoins, l'absence d'autres traitements, puisque 10 000 patients ont été inclus dans cet accès précoce. Accès précoce dont les inclusions se sont terminées en septembre 2023. Donc les patients, normalement, sont suivis 1 an et sont traités jusqu'en septembre 2024. Le laboratoire, a priori, s'est engagé à maintenir le traitement pour... oui, bon, je sais pas, Jean-Luc a peut-être des informations. Moi, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils maintiendraient le traitement aux patients, voilà. Mais en tout cas, c'est la situation actuelle. Donc, ces données de l'accès précoce sont en train d'être traitées pour avoir à la fois la compliance des patients, les doses où ils ont été traités et l'efficacité sur le poids, parce que même avec l'AP, on aura au moins l'efficacité sur le poids. Et en parallèlement, nous, au niveau académique, on a un réseau de recherche qui s'appelle FORCE, qui dépend de FCRIN, French Obesity Research Center of Excellence, s'il vous plaît. On a déposé un dossier de recherche avec les centres spécialisés à qui on a demandé de remplir l'ensemble du CRF initial pour avoir un meilleur phénotypage. Et on a pour but, donc on a déposé ça s'appelle CMA-Search, d'aller plus loin, et c'est-à-dire de voir l'efficacité dans des sous-populations. Parce que cet accès précoce a l'énorme avantage par rapport aux essais d'avoir inclus des gens qui n'étaient pas du tout dans les essais. On a des gens plus âgés, on a des gens avec des troubles du comportement alimentaire, on a des gens qui ont été opérés, et donc on va avoir des données extrêmement intéressantes.
D'ailleurs, nos collègues ont déjà tiré les premiers, nos collègues de Montpellier. C'est l'équipe d'Antoine Avignon qui vient de publier ces données que je trouve très intéressantes, où dans sa cohorte donc de son centre, il a comparé les patients qui ont bénéficié du traitement alors qu'ils avaient déjà eu une chirurgie de l'obésité, donc qui était en échec puisque leur indice de masse corporelle était à 45,7, à un groupe naïf de chirurgie donc qui ont reçu les deux le Wegovy, et ils ont eu une perte de poids total de 10% du poids du corps, similaire chez les gens naïfs de chirurgie versus les gens avec chirurgie. Donc, un potentiel intérêt en échec de chirurgie. Peut-être mieux qu'une reprise chirurgicale. Donc vraiment des choses à dire et des choses à faire. Mounjaro, Stéphane vous en a parlé. Donc là aussi, il y a une AMM européenne, toujours dans les mêmes indications. Le laboratoire Lilly a déposé le tirzépatide Mounjaro auprès des autorités de santé avec une demande pour le diabète. Parce qu'en France, alors que tous les pays l'ont, on n'avait pas le Mounjaro. Et pour l'obésité, la petite particularité, c'est qu'à la différence du sémaglutide, ce sera la même dose pour le diabète et l'obésité avec le même nom. Donc pour nous, la prise en charge, c'est quelque chose de global. Ça doit être gradé en fonction du profil du patient. Les médicaments, comme la chirurgie, ont leur place. Mais beaucoup de questions se posent. Aujourd'hui, donc, on a des indications presque identiques entre médicaments et chirurgie. On a qui arrivent des médicaments de plus en plus puissants en termes de poids, mais on a besoin d'études en long terme, notamment sur la prévention des pathologies induites par l'obésité. Aujourd'hui, je vous dis, il faut le prescrire IMC, Spera 35, etc., etc. Si demain, on me prouve que sur du long terme, un patient avec une obésité stade 1 ne développera pas de diabète, pas d'hypertension, pas de dyslipidémie, etc., eh bien, il faudra peut-être le traiter avec des médicaments, mais je suis loin d'avoir cette preuve. On a besoin de savoir comparer les médicaments entre eux, les associations avec la chirurgie. Il y en a qui prônent des traitements séquentiels pour éviter le traitement à vie. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est d'avoir un phénotypage le plus complet possible pour évoluer vers une personnalisation. À mon avis, il y a besoin de nouveaux types d'essais et cette plateforme, et là, on aura besoin de votre communauté pour nous aider. Et bien sûr, le rôle de l'intelligence artificielle. Avec le réseau Force, on avait été à l'origine d'un workshop européen pour plaider pour que dans tous les essais, on ait un phénotypage minimal sur tous les paramètres, activité physique, comportement alimentaire, masse musculaire, etc. On avait fait un petit schéma, un tableau, parce que souvent les essais, ils ne donnent pas tous ces éléments et on peut pas faire des analyses secondaires, et ce d'autant que les laboratoires sont très frileux pour nous donner leurs données. Et voilà, donc tout est ouvert, indispensable d'avoir des essais permettant de poser les schémas thérapeutiques de demain. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la fin des présentations. Un panorama, un tour d'horizon complet depuis l'efficacité de la pharmaco, effets indésirables jusqu'à la place dans la stratégie thérapeutique et avec toutes les questions que ça pose dans l'état actuel des connaissances. Y a-t-il des questions dans la salle ?